à tous et merci d'embarquer avec nous pour ce deuxième jour de votre matinale. Toujours en démarrage 5h55 avec toute l'équipe qui nous accompagne pour vous présenter, vous proposer un programme des plus spéciaux pour ce mardi. Alors, on aura à l'entame de cette émission, bien sûr, une image à vous proposer qui retrace un événement qui s'est passé et qui a cristallisé, bien sûr, les attentions. On aura également la partition de notre cher coach Diabaté, tout sourire et tout débonnaire pour nous apporter de l'énergie nécessaire à poursuivre le reste du conducteur qui sera bien sûr juste avec celui qui occupe mon côté droit. Bonjour à vous. Comment ça va, Alix? Ça va bien. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Quel que soit le moment auquel vous nous regardez, c'est très tôt le matin ou c'est au cœur de l'après-midi. En tout cas, sachez qu'à Matin Bonheur, tout le monde est invité. Christelle Akoussa s'occupe donc du menu aujourd'hui qui va s'articuler autour du droit, à l'instar de tous les mardis, le blanchiment d'argent. Vous avez certainement remarqué dans votre entourage un magasin qui n'est pas fréquenté, qui n'a pas de clients, mais ça marche, qui existe, les employés sont payés. Vous avez vu aussi un immeuble avec des habitations qui ne sont pas occupées, mais il y a des loyers qui rentrent. Comment se fait le blanchiment des capitaux? Notre œil inquisiteur va aller là-bas et ce sera avec Maître Nambeya qui nous en parlera. Mais avant, l'image du jour, regardez cette image qui montre le mérite récompensé par le professeur Konaté Yacouba, grand érudit, philosophe, professeur de philosophie, par ailleurs commissaire général ou si vous préférez directeur général du Massa, qui est honoré par l'État de Côte d'Ivoire à travers son ministre de tutelle. Exactement, voilà, c'était à l'occasion d'une cérémonie qui a vu la distinction de plusieurs autres hautes personnalités de notre pays dont on a une pensée ce matin pour eux. On a pu diffuser l'image de la ministre Marietou Koné à cette occasion. Il y avait aussi le ministre d'État, ministre de la Défense, le ministre Ahmed Bakayoko, le ministre de la Santé, pour n'oublier personne, en tout cas tous ceux qui étaient là. Félicitations à eux et puis merci pour leur contribution à la culture. Parlons de contribution, parlons de culture, ma très chère, vous ne croyez pas si bien dire, parce qu'actuellement Abidjan respire l'air du Massa à plein poumon, hein, tout partout. On a à Bobo, on a beaucoup d'endroits névralgiques comme ça où vous pouvez vous aller avec la famille, c'est pas payant, hein, on peut aller tranquillement, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ça sonne aussi le réveil culturel de l'Afrique et de notre pays, touristique également, tourisme, vous avez dit tourisme, on en parlera également avec notre spécialiste en digital et en tourisme qui viendra nous parler bien sûr de ce qu'elle fait, de sa passion et puis de tout ce qu'elle prévoit vraiment apporter à ce giron-là dans notre pays. Sinon, aujourd'hui, Alix, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on célèbre des prénoms et on dit qu'aujourd'hui, nous sommes au 69e jour de l'année 2020 et il nous en reste encore 296. On va égrener tout doucement dans la paix et puis on va célébrer les noms du jour. Vivien et ses dérivés, Vivian, Viviane, Vivienne. On a Anastasie aussi avec plusieurs variantes. Stressy, Strassy, Stécie, dis donc. Même Simplice aussi a ses dérivés. Simplice, bon, chez nous, ils sont direct Simplo. Simplo. Hilary Simplice, notre consultant, pendant que mon micro essaie de me lâcher, mais cela ne va altérer en rien. Donc, ma détermination, avant que le micro ne tombe, je puis quand même vous dire, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, on célèbre un moment très important de l'histoire de la communication, parce que c'est un 10 mars 1876 qu'il y a eu la première conversation téléphonique grâce à un monsieur qu'on appelle Alexander Graham Bell. Et sa conversation avec son assistant constitue, oui, la première conversation téléphonique de l'histoire. Grand moment, ma très chère Alix. Allô, Alix? Allô, Marco. Vous me recevez? Je vous reçois très bien. Allez, vous avez la parole. Ben oui, je suis sûre que notre ami juste à côté aussi nous recevra et puis pourra distiller au mieux par la magie des ondes les informations maintenant. Le point de l'actualité, le premier point dans Matin Bonheur. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Le président de la Banque africaine de développement a visité l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Il a été reçu par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. La présidente de la Fondation Children of Africa, Akiwumi Adesina, a dit toute sa fierté de voir tout ce que fait cet hôpital pour préserver la santé du couple mère-enfant. Notons qu'après 2 ans de fonctionnement, l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville a accueilli plus de 68 000 patients. La visite a été également le moment choisi pour faire certaines confidences. Écoutez. Et j'étais à Yamoussoukro avec lui quand il avait fait son discours. Et le discours, c'était un discours très, très important.
et émouvant en même temps. Et j'ai avec moi le mouchoir. Et j'ai crié un peu quand le président a commencé à parler de son accomplissement en tant que président, ce qu'il avait fait pour son pays, l'avenir du pays au niveau économique, au niveau politique, au niveau social et tout ça là. Il y a les larmes qui tombaient sur moi là. Ce que votre mari, monsieur le président, a fait pour ce pays, c'est incroyable. Incroyable au niveau de la croissance économique. Je suis très fier de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis ivoirien parce que je travaille beaucoup à Bouaké pendant 5 ans. Entre 1990 jusqu'à 1995. Et depuis que votre mari a été le premier ministre de la Côte d'Ivoire, il avait à l'époque ces choses, je ne sais pas comment vous avez pas... Le pâte comme ça, avec un peu gris comme ça. J'aimais depuis la distance. Je ne savais pas qu'un jour va revenir qu'il y aurait l'occasion de travailler en étroite collaboration avec votre mari. La Côte d'Ivoire a eu la chance d'avoir le président Alassane Ouattara en tant que président de cette République. Vous avez parlé tout à l'heure du président, de mon époux, avec des mots très gentils qui m'ont été droits au cœur. Et vous avez dit, j'étais à Bouaké quand il était Premier ministre et il avait des pattes grises. C'est comme ça que je suis tombée amoureuse de lui. Le Parlement ivoirien s'est réuni hier à Yamoussoukro. Les parlementaires ont fixé les règles d'organisation et de fonctionnement du Congrès et pris en considération le projet de loi portant révision constitutionnelle. Le gouvernement a adopté vendredi, il faut le rappeler, en Conseil un projet de loi de révision portant Constitution de la République de Côte d'Ivoire et ce, au lendemain de l'annonce du chef de l'État, Alassane Ouattara, de ne pas briguer un 3e mandat présidentiel. En 2019, le Trésor public a levé pour le compte de l'État de Côte d'Ivoire plus de 224 milliards de francs CFA par appel public à l'épargne. Ce montant a été admis à la cohorte de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Les investisseurs peuvent donc acheter et vendre les actions de cette première cotation de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne du Trésor public. Les explications de Francis Boifo. Ce sont plus de 224 milliards de francs CFA, soit 22 402 000 titres supplémentaires en circulation désormais sur le marché boursier régional de la BRVM. C'est la première cotation de l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne, Trésor public de Côte d'Ivoire, TPCI 5,80% 2019-2026. Je saisis l'occasion pour encourager tous les potentiels investisseurs et acheteurs à s'offrir les titres. Le marché obligataire de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM fait partie des plus dynamiques en Afrique. De 2012 à 2020, la capitalisation du marché obligataire a progressé de 421,14%. L'État de Côte d'Ivoire est l'un des acteurs importants du marché boursier régional depuis 20 ans. Pour cette année, un besoin de financement sur les marchés financiers de 1 494,4 milliards, dont 101,5 milliards sur le marché financier régional. Nous avons pu mobiliser à fin février 121,175 milliards de francs CFA. De 1999 au 31 octobre 2019, l'État a mobilisé à travers le Trésor public 3 687,7 milliards de francs CFA. Ces chiffres témoignent de la crédibilité de la Côte d'Ivoire et de la qualité de sa signature. Une nouvelle unité de 253 MW est en construction à la centrale thermique d'Azito. Les travaux ont été lancés vendredi par le ministre Abdrahmane Cissé. Coût du projet, 220 milliards de francs CFA. Le premier mégawatt est attendu à partir de 2021. Voilà, c'est la fin de ce bref regard sur l'actualité nationale. Merci de votre attention. On se retrouve à 6h30.
Merci mon très cher Régis, on vous retrouve avec plaisir aux alentours de 6h30 comme vous l'avez bien dit. Pendant ce temps, le conducteur se déroule. Je rappelle que dans un instant, nous allons recevoir nos premiers invités pendant que Régis donc, va à la pêche aux informations pour nous ramener des plus fraîches encore tout à l'heure. Le coach, le fitness, le sport, le bien-être, c'est l'environnement, c'est Matin Bonheur, c'est comme ça et c'est maintenant. Bonjour, 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 bonjour. Coach Abaté pour vous servir. Aujourd'hui, je suis avec Coach Lino. Séance spéciale pour les dames. Renforcer les muscles fessiers. Grand fessier, petit fessier. Ok? Ça peut aller. On part pour l'échauffement. Ok. Bouge. Là. Marche. 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 On va ensemble. Marche. 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 Marche, marche, marche. Élève les kicks, on va en kick. Kick, sur place. Kick, bouge, 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 bouge. Dernière série de kicks. Bouge, genou. Bouge, 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 bouge. Avec toujours le sourire, comme je vous le dis toujours. Avec le sourire, le sport c'est la vie. C'est pas palabre. Là, bouge, 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 bouge. Avec le sourire. Talon fesses. Aïe! Ok. On bouge. Oh, pause. Récupère. Là. Descends, 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 fléchis, fléchis, ok, descends, descends. Allonge fessier en arrière, et reste. 1, sur le bus, 2, encore, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descends un peu et allonge fessier en arrière. Ok, bus droit. Ok, reste là, bouge là. Ok. Là, dans cette posture, tu vas descendre petit petit et allonger au fur et à mesure. 1, 2, 3, pousse. 1, non, non. 1, 2, tu allonges fessier en arrière. Tu vas pousser en arrière. 1, et puis tu restes là. 2, 3, ok. 4, 5. On doit sentir un étirement au niveau des fessiers. Pas de flexion au niveau du coude, bien tendu. Descends un peu encore. Descends. 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 Reste. 1, descends. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pause. Bloc. Bloc. Allonge bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Remonte doucement. Remonte. Remonte. Remonte, monte, 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 monte. Fin de l'exercice, récupère. Lorsqu'on travaille, il faut garder le bus droit pour ne pas se faire mal au niveau de la hanche. Regarde l'exercice, il est très simple. Tu montes, tu descends et tu pousses. Tu reviens. Tu montes, tu pousses. Donc c'est ça. Ok, on reprend. 2, 2, 2. 2, 2, 3, 4 et go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pause. Ok. On va travailler son step. Ok. Travailler son step. C'est pas. Hein? C'est pas, ok. Descends. Remonte. Descends, tu remontes. En montant, tu gagnes fessier. Ok? 1, 2, 2, 2, 3, 4 et go. Bouge. Viens. Viens. Bouge encore. Contracte bien fessier. Ok. Bouge bien. Ok. Dernière série. Le bus, hein, arrange le bus, bien droit. Ok.
Si bien sûr fessier. Ok. Dernière. Et pause. Rassemble. 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 Et grandis. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 8. Au revoir, c'est fini. À bientôt pour la prochaine séance. Eh oui, des bonheurs d'énergie, notre cher coach Diabaté. C'est fini pour aujourd'hui, mais il y en aura demain. Vous le savez, à chaque jour, on a cette partition-là qu'on vous offre pour pouvoir vous maintenir en santé. La santé, ça va aussi avec une bonne alimentation. Et nous, ce matin, on vous propose quelque chose qui vient bien de chez nous. L'histoire du petit déjeuner, l'instant où on regrette d'être sur ce plateau parce qu'on a tellement envie de manger. Là, on veut quitter le plateau, aller, mais on ne peut pas parce qu'on est en direct. Mais ouais, avec beaucoup de plaisir quand même. Aujourd'hui, gratin d'igname. Attention, le chef va servir. Regardez, gratin d'igname, donc une belle idée de petit déjeuner, facile à réaliser, faire cuire les ignames, couper en morceaux à la vapeur, les écraser pour obtenir une pâte. On va y ajouter un peu d'eau de cuisson, de la crème fraîche liquide, puis incorporer la moitié du gruyère râpé, mettre le tout dans un plat et le recouvrir de gruyère râpé et faire gratiner sous... En tout cas, je ne peux même plus... J'ai tellement envie de manger. C'est pas normal. C'est un crime contre la matinée, ça. On a tellement faim. Mais c'est oui, tellement bon, le gratin d'igname. Exactement, l'igname revisité sous cette belle option-là, parce qu'on avait l'habitude de voir avec que des pommes de terre ou des patates, tout simplement des patates douces. Mais maintenant, on peut le faire avec les ignames qui poussent ici et puis on le rend un peu exotique. Gratin d'igname pona, gratin d'igname clenglé, asawa, tout ça, toutes les variétés. Lui, je ne sais pas quel genre d'igname il mange, mais je sais que c'est un grand aficionado d'igname. Sa spécialité, on me dit dans l'oreillette, c'est le bété-bété. Monsieur Renaud, la revue de presse, c'est maintenant. Bonjour à vous, Renaud. Bonjour, Alex. Bonjour, Renaud. Alors, oui, Bonjour, vous reprenez du service ce matin? Oui. D'accord. Alors, on continue avec vous et on en sait un peu plus sur les raisons qui motivent le chef de l'État à ne pas briguer un troisième mandat. Tout à fait, et c'est avec Soir Info qui balance à sa une, non-candidature du chef de l'État à la présidentielle 2020, de nouvelles confidences livrées. Le confrère révèle notamment ce qui a précipité la décision de Ouattara et indique que celle-ci a bousculé le calendrier du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Soir Info indique aussi que des femmes de la commune d'Abobo ont organisé une marche pour protester contre cette décision du président de la République hier. Comme il fallait s'y attendre, hein, tous les titres reviennent d'une certaine manière sur cette décision du chef de l'État et le Patriote n'est pas en reste. Oui, le Patriote qui pose cette question à sa une. Bédié et Gbagbo, après le retrait de Ouattara, vont-ils gâter leur nom ? Selon le confrère, les deux ex-présidents qui sont de la génération du président devraient s'inscrire dans sa vision qui est de laisser la place aux jeunes. Plus de précisions dans Soir Info. Et l'expression maintient toujours le même sujet, mais avec un angle différent. Il dresse plutôt un bilan des deux mandats du chef de l'État. Après 9 ans de pouvoir, voici l'héritage que Ouattara laisse aux Ivoiriens. Des ponts aux routes en passant par les infrastructures sanitaires, scolaires ou encore la diplomatie. Le confrère passe en revue les acquis et réalisations du chef de l'État et déclare qu'en moins d'une décennie à la tête du pays, il a battu un travail titanesque. Parlant de mandat, pour avoir un mandat, il faut être élu. Et pour être élu, il faut se présenter aux élections. Et pour les élections, il faut une organisation. Alors, le président de la commission électorale indépendante demande à tous les Ivoiriens de France de pouvoir se faire enregistrer. Tout à fait. Venez vous inscrire du 18 avril 2020 au 4 mai 2020. C'est avec ces mots qu'Ibrahim Koulibaly Kuibiert, qui est présent en France depuis le 4 avril à l'occasion de l'installation des commissions électorales de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, invite tous les Ivoiriens vivant dans ce pays à se faire recenser afin de pouvoir participer à l'élection présidentielle à venir. Et on poursuit avec les travaux sur la réforme constitutionnelle et le code électoral qui ont débuté hier. Oui, à ce sujet, le quotidien Le Matin indique pourquoi tout sera bousculé avant fin mars. Hier, au premier jour des travaux, le projet de loi sur la Constitution a été adopté, faisant dire aux confrères que le RHDP a gagné sa première bataille. Et puis, c'est triste à dire, hein, la tombe d'une des icônes de la communication, de l'animation de notre pays a été profanée. La tombe de Roger Fulgence-Cassier a été profanée.
C'est la triste nouvelle que relaie Soir Info. 31 ans après son décès, la dernière demeure de l'ex-animateur vedette de la RTI a été profanée le week-end dernier. Joint par Soir Info, un frère de Ful dénonce cet acte qu'il qualifie d'abominable et révèle ce qui a été emporté sur la tombe de l'icône de toute une génération. Franchement, ça laisse stoïque. Alors, hors de la Côte d'Ivoire, c'est un ministre français qui est malheureusement testé positif au coronavirus. Il s'agit de Franck Riester. Le ministre de la Culture aurait contracté la maladie à l'Assemblée nationale française où plusieurs députés et membres du personnel sont infectés. Selon son entourage, le ministre se porte bien et a été mis en période d'isolement de 14 jours. Et puis, coronavirus, les effets collatéraux s'enchaînent avec ce huis clos qui ne va pas du tout faire du bien à tous les supporters du Paris Saint-Germain engagés mercredi dans un moment très important au niveau de la Champions League. Match à huis clos. Oui, et ce match, c'est celui contre le Borussia Dortmund. Et cette mesure de huis clos a été prise hier par la préfecture de police de Paris pour limiter les risques de propagation du virus. Le match retour donc de Ligue des Champions prévu demain mercredi au Parc des Princes se jouera sans spectateurs. Bon, ce sont des mesures prises pour protéger la masse, c'est déjà ça. Il faut aussi on va regarder via les écrans. Oui, il faut on va gagner quand même. C'est sûr, ça c'est sûr. Allez, Paris. Et petite précision tout à l'heure en parlant des ignames, c'est plutôt le Kona. Le Kona? Oui. Vous êtes plus Konan-fil que Bete-Bete-fil. Très Kona. Jack, il va venir témoigner là, ce serait plus simple. Jacques, c'est lui qui s'occupe de la nourriture. Merci à vous, Renaud. On Merci. se revoit demain avec le même bonheur. Et nous sommes déjà en plateau. On a même démarré cette revue de presse avec elle. Elle nous suivait attentivement. C'est notre invitée de ce jour dans la chronique e-digitale, Madame Leslie Lisette Ebagnini. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Merci pour l'invitation. C'est nous aussi. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Et avec vous, on parlera du tourisme à l'ère du digital. C'est une chance ou c'est un inconvénient? Vous allez nous dire tout ceci après le jingle. Leslie Lisette Ebagnini, une femme remplie donc de potentialités et qui est très active sur la toile, sur le digital et qui permet vraiment de découvrir des choses, de nombreuses choses très intéressantes. C'est à ce titre, bien sûr, que nous avons le plaisir et l'honneur de l'accueillir sur ce plateau. Encore une fois, nous vous présentons nos salutations les plus ajustées ce matin. Merci. Vous êtes d'Assini Mafia, donc ça tombe bien. Vous ne pouvez pas échapper au giron touristique parce que c'est un des endroits les plus beaux de notre pays, d'Afrique et pourquoi pas du monde. Aujourd'hui, on parle du tourisme à l'ère du digital. Qu'est-ce que le digital change au tourisme aujourd'hui? Alors, le digital, en fait, a changé la manière dont on voyage. Aujourd'hui, on voyage déjà par les images qu'on trouve sur le digital et ces images nous donnent envie d'aller chercher encore plus pour savoir mieux où se trouvent ces différents endroits-là. Et ça nous permet aussi d'avoir des retours d'autres personnes avant de pouvoir nous décider à choisir une destination ou une autre. Ça a complètement changé et personnalisé, en fait, notre manière de voyager aujourd'hui. C'est vrai que c'est un giron qui reste porteur et vous avez sûrement flairé le bon filon. Comment ça marche justement? Aujourd'hui, en fait, c'est plus intéressant, comme je disais, de voyager lorsque notre voyage est vraiment personnalisé. Parce que ce que moi j'aime, vous n'aimerez pas forcément. Donc, ce qui est intéressant avec le digital, c'est qu'on peut construire entièrement en fait, son programme de voyage en fonction de nos attentes, en fonction de nos envies. Et ça, franchement, il y a plusieurs acteurs aujourd'hui sur le secteur du digital en fait, qui permettent d'avoir ce type de voyage. C'est plutôt intéressant en fait, de voyager lorsque notre voyage nous correspond en fait, véritablement. Et c'est vrai, on ne voyage plus aujourd'hui en 2020 comme on voyageait en 1976, 1978. Il y a beaucoup de choses en temps qui ont changé au niveau même de l'organisation, au niveau de la sécurité, tout ça. Est-ce que le digital, on peut le dire sans risque de se tromper, est une chance pour le tourisme de Côte d'Ivoire? Le digital est une chance pour le tourisme de Côte d'Ivoire si, bien sûr, on prend la marche, en fait. Parce que malheureusement, contrairement aux autres pays étrangers, en fait, où vous allez voir, surtout en Europe et dans les pays africains qui sont vraiment développés, vous allez avoir des hôtels ou des lieux touristiques qui ont de vrais sites Internet, en fait, qui ont le poids, qui donnent toutes les informations. On n'a malheureusement pas ça chez nous, en fait. C'est ce qui est dommage. Et une autre chose où notre pays devrait vraiment entrer dans le digital, c'est par exemple tout ce qui est paiement. Aujourd'hui, vous voulez aller dans un hôtel qui est à l'intérieur du pays, vous allez plutôt utiliser des mobile money plutôt que
de pouvoir payer par carte, alors qu'on le fait facilement en fait avec des pays étrangers. Donc ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir ce type d'offre-là en fait pour la Côte d'Ivoire avec des hôtels qui ont de beaux sites vitrines qui nous permettent de pouvoir payer en ligne avec notre carte. Ça pourrait être vraiment intéressant en fait pour nous. C'est vrai que le potentiel touristique de la Côte d'Ivoire, il est inestimable et même inexploité dans son entièreté. Aujourd'hui, vous, en tant que, on va dire, activiste dans ce domaine-là, est-ce que vous réussissez quand même à faire le point, les données, la collecte des données des sites en Côte d'Ivoire? Et comment vous procédez? Alors en fait, voilà, c'était c'est des trips. Il faut le faire. Les trips sur certaines routes qui ne sont pas forcément évidentes, mais il faut déjà avoir envie de le faire parce qu'on a pris des routes. C'est un peu ça en fait. Et malheureusement, c'est vrai qu'on a de très très beaux endroits, mais l'accès est vraiment difficile, donc il faut pouvoir y aller pour montrer ces images et donner envie à d'autres personnes de pouvoir aussi accéder à ces endroits-là. On a de belles choses, mais franchement, il faut pouvoir aller en fait, dans ces endroits. Vous ne croyez pas si bien dire, parce que l'autre fois, on cherchait, il y a un endroit magnifique qui s'appelle Dabweko. Oui. Dabweko, au sud-ouest. Qui a des plages, l'une des plus belles plages au monde. Mais pour y aller, c'était la croix et la bannière, demander à quelqu'un, c'est pas évident. Alors vous, en tant que spécialiste du digital, comment vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en place pour que vraiment le tourisme soit d'une effectivité criante sur les réseaux sociaux? Par exemple, il y a la route de la soie. Qu'est-ce que, par exemple, à la Côte d'Ivoire, on a la route du cacao. On en parlait avec l'ancien directeur de Côte d'Ivoire Tourisme. Ce sont des choses comme ça qui peuvent faire avancer le schmilblick touristique? Exactement. En fait, il faut pouvoir dénicher déjà toutes les potentialités de notre pays. On a beaucoup d'endroits qui méritent vraiment d'être visités. Et nous, à notre niveau, ce qu'on essaie de faire, c'est d'abord tracer les sillons en partant dans ces endroits-là, en faisant des vidéos, en faisant des photos. Et ensuite, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de pouvoir créer aussi des circuits en fait pour des personnes qui ont envie de pouvoir y aller. Parce que une chose est de montrer ces endroits et une autre chose est d'expliquer aux personnes comment est-ce qu'il faut faire pour y aller, ce qui est complètement différent. Donc c'est vraiment tous ces points-là qu'on essaie de mettre en place à notre petit niveau pour pouvoir rehausser en fait l'image de notre pays au niveau international et montrer qu'on a des potentialités touristiques derrière. Justement, notre pays est béni de toutes ces superficies de sites aussi exotiques et extraordinaires. Est-ce qu'on ne mettrait pas à contribution même les personnes vivantes sur ces différents sites-là pour qu'elles puissent ramener l'information? Est-ce qu'il y a une association des blogueurs en tourisme qui essaient de faire ce genre de relais-là pour avoir vraiment plus d'informations? Alors, on n'a pas d'association de blogueurs touristes. On a l'association des blogueurs en général, donc tout type de thématiques. On n'a pas d'association de blogueurs, mais franchement, au niveau de chacun essaie de faire des efforts pour pouvoir mettre en avant le tourisme et les beautés de notre pays, de nos différents paysages. Voilà. Lisette, comment les gens appréhendent-ils le fait que leur endroit a d'énormes potentialités touristiques? Comment le pêcheur de Dabweko, le pêcheur de Grand Bérébi, il sait que ici, là, c'est un endroit qui est prisé? Comment vous arrivez à faire en sorte qu'il puisse prendre ça en compte? Parce que c'est la clé. Non? Oui. Mais savoir apprécier le trésor. En fait, je pense que... je suis assis sur un diamant, je suis assis sur un diamant et je demande de l'argent. Exactement. C'est ça, en fait. C'est que même les personnes qui sont dans ces différents endroits-là, ils ne voient pas forcément le potentiel, en fait, derrière. C'est seulement des personnes qui viennent de l'extérieur, qui ont un autre regard, en fait. Pour quelqu'un qui est né, qui a grandi là-bas, lui, il voit juste une plage. Ouais. Il ne voit pas Dabweko avec la mer vraiment très bleue, cristal. La preuve, quand on arrive, ils sont dans leur vie, ils font leur vie. Et c'est à nous, en fait, de leur montrer la potentialité, en fait, que leur environnement a, en déjà créant des sortes d'emplois, en fait, en mettant en avant à contribution, les impliquer, en fait, dans la visite des différents endroits. Pourquoi pas prendre les jeunes des différents villages pour que ce soit eux qui fassent la visite en fait, des différents endroits. Ça permettra aussi de développer la région, ça donnera du travail aussi aux personnes qui sont dans ces endroits-là. Vous qui êtes du domaine depuis maintenant pas mal de temps, est-ce que vous direz que les Ivoiriens, ils consomment vraiment tourisme Côte d'Ivoire? Je dirais que ça commence maintenant. On n'avait vraiment pas ça avant. La preuve en est quand je dis, par exemple, que je vais à l'intérieur du pays, on me demande encore, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et ça me fait toujours rigoler parce que quand je reviens et que je montre les photos, je veux aller dans cet endroit. Et moi, j'ai tout gagné, en fait. Si j'arrive à travers des images ou des textes à donner envie à d'autres personnes de pouvoir découvrir notre pays, j'aurais tout gagné. C'est vraiment maintenant que ça commence avec des initiatives de plusieurs personnes qui mettent en place des
des road trips, en fait, pour pouvoir faire découvrir ces différents endroits-là. Mais j'ose espérer, je garde la foi que ça va pouvoir continuer. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. À un moment, la Côte d'Ivoire était en guerre et les touristes nous fuyaient. Maintenant, il y a quelque chose qui a changé. Avec le coronavirus qui a pris un peu la majeure partie des pays en Europe, franchement, les destinations européennes, extérieures, seront regardées d'une certaine façon. Est-ce que, c'est vrai, bon, c'est triste à dire, je le dis, est-ce que ce n'est pas le moment maintenant de dire aux gens que rester chez soi et découvrir les 322 500 km², c'est vraiment pratique, sécurisant? Oui. Eh bien, c'est les opportunités. Exactement, Il faut vraiment saisir ça. Parce que aujourd'hui, on ne peut plus aller ailleurs. Quelqu'un à qui on demandait tu veux aller où, va te dire je veux partir en France ou dans un autre pays européen. C'est le moment de vraiment visiter chez nous. Franchement. Profiter pour pouvoir découvrir nos richesses. En fait, avec les enfants, avec la famille, oui, tout ça. Oui. Parce qu'il y a un côté pédagogique et didactique Exactement. dans ce que vous faites aussi. Exactement. Parce que partir par exemple à l'ouest, pouvoir montrer à notre enfant la plus haute montagne de la Côte d'Ivoire, pouvoir lui montrer les chaînes de montagne de chez nous, les cascades, c'est des choses qu'il a appris à l'école. Exactement. De Yamoussoukro, tout à fait. C'est des choses qu'il a appris à l'école et ça permet de mettre des images sur ce qu'il connaît en théorie. Et justement, vous qui visitez, là, on voit quelques images. Wow. C'est à Mans. Oui, la cascade de Mans. C'est magnifique. Ouais. C'est vrai que le flux d'eau n'est pas intense, mais c'est périodique. Celui-là, c'est pas intense, mais il y a une deuxième cascade. De Guepleu, c'est ça? Oui. Il y a une deuxième montagne, une deuxième cascade qui est à 30 minutes de marche de la dent de Mont, complètement dans la montagne. Il faut avoir envie d'y aller. Mais franchement, quand vous y arrivez, vous n'avez plus envie de partir parce que c'est juste magnifique. D'accord. Voilà, je voulais en venir justement aux nouveaux sites, parce qu'on a les anciens sites qu'on a pu voir dans les manuels scolaires et tout, c'est ce qui reste dans l'imagerie populaire. Aujourd'hui, on a quoi comme potentiel? On a vu Korogo, ça c'est nouveau, mais qui est magnifique. Vous avez Awakro, Awakro qui est le parc archéologique. Vous retrouvez à avoir des roches avec des peintures rupestres et tout ça à l'intérieur, et c'est juste magnifique. Vous avez la zone de Lamé aussi. D'accord. Okay. Merci infiniment à Leslie Lisette Ebanini, cette femme d'Assini qui parle si bien de la Côte d'Ivoire, de tous ces endroits. Ça fait plaisir de vous avoir ce matin. Merci pour tant de vigueur, pour tant d'action dans ce milieu. Il est 6h27 toujours et on va y aller maintenant pour l'autre bloc de cette émission. La pub, la météo, le journal et on revient juste après. Bonjour à tous, le temps sera généralement nuageux tôt le matin avec de faibles possibilités de pluie sur les régions du centre, du littoral et du sud forestier. Par la suite, le soleil fera progressivement son apparition. Le reste du pays sera partiellement nuageux et ensoleillé. Pour les températures de la matinée, on note 26 degrés le pic à Abidjan, 25 à Adiaké et Bondoukou, 24 à Bouaké, 25 à Daloa et Dimbokro, 24 à Gagnoire, 23 à Korogo, 22 à Mans, 23 à Odiné, 25 à San Pedro, 26 degrés à Sassandra, 25 degrés à Tabou et à Yamoussoukro. Dans l'après-midi, on notera un temps généralement ensoleillé sur la majeure partie des régions. Des orages isolés accompagnés de pluie du fait de la brise côtière seront présents sur les régions du littoral et du sud forestier en milieu ou en fin de période. L'ouest et l'est seront intéressés par des orages isolés avec des possibilités de pluie. Le nord du pays sera partiellement nuageux. Pour les températures, on a 32 degrés à Abidjan, 33 à Adiaké, 36 à Bondoukou, 35 à Bouaké et Daloa, 37 à Dimbokro, 35 dans la région du Gor, 37 dans le Poro, 35 degrés à Mans, 37 à Odiné, 33 à San Pedro, 32 à Sassandra, 33 à Tabou et enfin 36 degrés à Yamoussoukro. Merci d'avoir suivi avec attention ce point du temps. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée sur la RTI.
De retour pour développer l'actualité africaine. Bienvenue, merci de nous rejoindre. En bref, au Cameroun, 5 membres des forces de sécurité et 4 civils ont été tués samedi et dimanche dans l'ouest du pays dans une attaque et un attentat à la bombe perpétré par des groupes séparatistes anglophones. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement. Un couple burkinabé a été testé positif au coronavirus Covid-19. Le couple d'une moyenne d'âge de plus de 50 ans, résident au Burkina Faso, a effectué un séjour récemment en France, précisément à Mulhouse. Les patients ont été placés en quarantaine à l'hôpital de Tengandogo. Guinée-Bissau, annulation de la mission d'experts de la CEDEAO. Cette mission était censée aider à sortir de l'impasse dans laquelle se trouve le pays depuis la présidentielle de fin décembre. Le gouvernement sortant estime être le seul gouvernement légal. La mission de juristes ouest-africains devait aider à trouver une solution au bras de fer. Mais pour l'autre gouvernement, nommé par Umaro Sissoko Embalo, elle n'était pas la bienvenue. Au Soudan, le Premier ministre a été visé par un attentat. Une explosion a touché ce lundi le véhicule qui le transportait. Abdallah Hamdok est sain et sauf. Des témoins affirment que l'attaque s'est produite près de l'entrée nord-est du pont Kober qui relie Khartoum Nord au centre-ville où se trouve le bureau du Premier ministre. En Éthiopie, des centaines de personnes se sont rassemblées dimanche sur le site où le vol 302 d'Ethiopian Airlines s'est écrasé le 10 mars 2019 au sud-est d'Addis Abeba, tuant les 157 personnes à bord pour une cérémonie d'hommage après une année de deuil. L'hommage s'est déroulé selon le cérémonial Oromo, ethnie la plus importante en Éthiopie, avec des prières, des chants et des offrandes aux morts. Les victimes étaient originaires de plus de 30 pays, dont 9 Français, mais les villageois leur ont rendu hommage. Dans le sud de l'Angola, comme ailleurs en Afrique australe, les femmes sont les premières victimes du changement climatique. Dans la province de Huila, allons à la rencontre de Moussaka Fernanda, qui doit cultiver ses champs malgré les intempéries et élever seule ses enfants. Reportage. Les inondations ont succédé à la sécheresse dans cette vallée du sud de l'Angola. Les champs sont gorgés d'eau. Et à cette époque de l'année, ces plants de maïs devraient être plus hauts qu'elle. Moussaka Fernanda est agricultrice. Pour elle, le dérèglement climatique est bien réel et il va lui coûter ses récoltes cette saison. On a attendu la pluie pendant 6 mois. 6 mois de sécheresse, juste après l'hiver. Et quand la pluie est arrivée, on était heureux, on était soulagés. Mais les pluies étaient trop fortes et on n'a pas pu s'occuper de nos champs. On n'a rien pu en tirer. Aujourd'hui, la famine menace Moussaka et ses enfants, qu'elle élève seule. Car depuis la sécheresse qui a frappé la province de Huila, son mari est parti à la ville pour trouver du travail. Il est parti à cause de la faim. Dans le temps, on partageait le travail et il aidait à acheter à manger pour les enfants. Mais quand on n'a plus eu assez, il est parti. Une situation courante dans les campagnes d'après l'ONG World Vision. Pour cette experte de la protection de l'enfance, les mères ne sont pas les seules à payer le prix du changement climatique. Leurs filles sont également affectées. Avec les séparations ou même les abandons de famille, on trouve beaucoup de familles monoparentales. Et dans ces cas-là, ce sont les filles qui se retrouvent à aider leur mère d'une manière ou d'une autre. Elles risquent de devoir abandonner l'école parce qu'elles doivent d'abord s'occuper de répondre aux besoins vitaux. Les 2 filles aînées de Moussaka ont arrêté l'école pour l'aider. Quand la plus âgée est tombée enceinte, sa mère lui a demandé de partir vivre dans la famille du père de l'enfant. Elle m'a dit, il faut que tu te maries. Tu ne peux pas m'imposer une bouche de plus à nourrir. J'ai déjà du mal avec vous tous. Je ne peux pas avoir en plus ton petit ami et ton bébé. Une décision difficile pour Moussaka, qui doit malgré tout penser aux 8 bouches qui lui restent à nourrir. D'après l'ONU, depuis l'épisode de sécheresse en Afrique australe, 45 millions de personnes y sont menacées par la famine. Le chanteur et écrivain franco-rwandais Gaël
Faye a présenté samedi à Kigali en avant-première l'adaptation cinématographique de son roman à succès Petit Pays, une projection chargée d'émotions pour celui qui a grandi au Burundi, mais dont une partie de la famille est originaire du Rwanda. Le film, tourné au Rwanda, a été projeté dans 3 salles pleines à craquer de l'unique cinéma du pays. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour ce 6h30. Retour de l'actualité à 7h. Merci à vous, Régis Kofi. Nous, on ne va pas s'arrêter. On va poursuivre notre circuit touristique avec Madame Leslie Lisette Ebagnene qui est avec nous pour parler du tourisme et du digital en même temps. On parlait bien sûr des sites touristiques dont notre pays peut se targuer. On a les fondamentaux. Hein. On a les cascades, on a Assini. Il y a d'autres choses encore à voir. Alors, on a les montagnes. Les montagnes qui sont franchement, qui méritent d'être visitées parce que quand vous vous retrouvez au sommet du mont Tongpi et que vous avez toute la vue sur les 18 montagnes et tout, c'est juste une sensation indescriptible en fait. Il faut pouvoir la vivre. On a de très belles plages en dehors d'Assini. Le sud-ouest, pour moi, j'estime que le sud-ouest a les plus belles plages de la Côte d'Ivoire. Elles ne sont pas, on ne retrouve pas des déchets sur le sol. La plage est vraiment très très belle. La mer est rien à envier aux Maldives. Oui. Hein. On se défend bien, on va le dire ainsi. Et voilà. Alors, je prends par exemple Mans. Vous allez à Mans, c'est vraiment, comme je dis tout souvent quand j'y vais, c'est magnifique. Et parce que il y a des potentialités inexploitées. On a besoin, par exemple, que d'un téléphérique, pour avoir accès aux montagnes. Les montagnes sont sous-exploitées, alors que ce sont de véritables vecteurs touristiques. Oui. Comment la blogueuse, vous pouvez faire en sorte que... Est-ce que vous ne pouvez pas constituer un lobbying, Alix en parlait tout à l'heure, afin de pousser les autorités à faire ça, parce que ça va envoyer de l'argent dans l'Ouest? Constituer un lobbying, je pense que c'est vraiment une très très grande échelle. Moi, je me dis que mon rôle avant d'être blogueuse, mais en tant que citoyen, c'est déjà montrer ce qu'on a, voilà, attirer l'attention. Après, chacun fera son travail à son niveau, parce que j'estime que même les politiques et tout ça, quand ils vont à l'extérieur, ne serait-ce qu'en Afrique du Sud, vous allez jusqu'au bout de l'Afrique. Donc au niveau de Cape Point, vous avez du goudron jusque là-bas. Pourquoi ne pas le faire chez nous? Aujourd'hui, pour pouvoir accéder au sommet du mont Tongpi, c'est 16 km, mais vous le faites en 2 heures. Tout simplement parce que vous n'avez pas de bonne route. Et pour pouvoir accéder, il faut avoir un véhicule tout-terrain. Parce qu'un véhicule citadin classique, là, il ne pourra jamais monter accéder à la montagne parce que c'est compliqué. Donc j'estime que lorsque nos autorités en fait, vont à l'extérieur et voient certaines choses, ça peut être intéressant de pouvoir ramener ces choses chez nous aussi pour pouvoir développer aussi nos régions qui ont énormément besoin de cela. Voilà. C'est vrai que l'accessibilité à ces différents sites-là est un véritable frein pour toutes les personnes qui veulent y aller. Exactement. Mais quand même, généralement, on a l'habitude de voir les Occidentaux qui, eux, ils sont aventuriers par ADN, qui arrivent, mais qui réussissent à le faire. Pourquoi on ne peut pas se mettre dans ce même canevas-là? Je vais juste vous poser une question. Est-ce que vous pouvez accéder, monter la montagne du mont Tongpi en 7 heures, à pied? C'est une question de volonté. Après, on se dit, on a du temps, on peut passer le temps qu'on veut. Donc, c'est un challenge aussi. Il y a des personnes qui affrontent le mont Everest. Exactement. Qu'importe le temps, voilà. Il y a même des personnes qui se donnent un timing. Bon. Parce qu'aujourd'hui, quand vous accédez, quand vous montez sur le mont Tongpi, toutes les personnes que vous allez voir partir à pied sont des Occidentaux et ils ont décidé de prendre leur sac à dos et pouvoir accéder. Faisons pareil. Vraiment, il faut avoir beaucoup de courage pour pouvoir le faire. Quand on a dit ça, on parle de Mans. Et ce même schéma-là, on le retrouve à Korogo. Aujourd'hui, Korogo a la chance d'avoir des autorités là-bas. On a une des plus grandes autorités de notre pays qui vraiment, il faut le dire, qui a transformé l'endroit. Est-ce que, je ne sais pas, dans les campagnes électorales, dans les programmes de développement, quelle est la place du tourisme? Est-ce que vous avez pris les programmes des candidats passés aux élections? Quelle place on a? Parce que, on ne l'oublions pas, il y a quelques années, on disait la Côte d'Ivoire, le pays du tourisme vrai. Nous, on a grandi avec ça. Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes, Madame Ebagnene? Aujourd'hui, jusqu'à présent, on mettait beaucoup l'accent sur le tourisme d'affaires, en fait. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, en termes de tourisme d'affaires, est quand même développée. Donc, mais malheureusement, tout est concentré à Abidjan. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, ce serait vraiment intéressant que nos autorités prennent la peine de se concentrer aussi sur le tourisme de loisirs, en développant des hôtels et des services à l'intérieur de nos pays. Parce que le type d'hôtel que nous, on a aujourd'hui à Abidjan, malheureusement,
malheureusement, on n'a pas ça à l'intérieur. Alors que c'est à l'intérieur qu'on a beaucoup plus d'activités touristiques. Aujourd'hui, à Abidjan, vous n'avez pas vraiment beaucoup d'activités touristiques. Si vous voulez présenter votre pays, il y a très peu de choses en fait à Abidjan. Tout se trouve à l'intérieur et les services hôteliers, les activités touristiques, on n'a pas ça à l'intérieur. C'est vraiment intéressant que nos politiques puissent aussi mettre l'accent sur ce genre de choses pour pouvoir développer l'intérieur de notre pays. Au final, c'est notre pays qui va gagner en fait. Et, Madame Ebanini, on a tendance à se dire, et ce n'est pas une tendance même, c'est vérifié, on se dit que le tourisme, ça va aussi avec beaucoup de fonds. Est-ce que de votre position, des circuits que vous faites, est-ce que vous pourrez confirmer qu'il faut avoir de l'argent pour pouvoir visiter des sites? Je dirais certes qu'il faut avoir de l'argent parce qu'on ne fait rien sans argent. Oui, c'est clair. Mais chaque voyage peut être adapté à sa poche. Ça, c'est aussi très important et c'est l'une des choses pour lesquelles je me bats. Je veux vraiment que il y a des packages pour chaque budget. Franchement, il y a des packages pour chaque budget. Par exemple, on ne peut pas avoir de l'argent pour pouvoir prendre un avion pour aller au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, mais on peut y aller en car. On peut y aller avec sa propre voiture. Et c'est des choses que des personnes font. Ça permet en fait de réduire les budgets, ça permet de voir les mêmes choses qu'une personne qui prendrait l'avion verrait en fait dans ces endroits. S'il y a des facteurs qui nuisent au tourisme, c'est bien sûr les communications, les routes, les communications et surtout la sécurité. Parce que moi, je vais en vacances avec mes filles, ma femme. Je veux partir d'Abidjan, passer par Saint-Prodo, remonter jusqu'à Korogo. Qu'est-ce qui me garde? Est-ce qu'il y a la sécurité? Les coupeurs. Les coupeurs de route, en c'est général, très important. Je demande aux gens de ne pas partir la nuit. C'est la seule chose qu'on demande aux gens. Franchement, tant que vous êtes en journée, voilà. Parce qu'en fait, au-delà de sécurité, vous avez aussi certaines routes qui ne sont pas très praticables. Donc, du coup, c'est plus intéressant de voyager la journée. C'est-à-dire vous avez des nids de poules. Vous avez, moi, j'appelle ça les cratères, parce que franchement, il y a des endroits où vous avez... La probabilité pour être agressé, est très élevée. Oui. Donc, c'est mieux de partir, en fait, la journée. Au moins, vous avez le temps de faire tout ce que vous avez à faire et arriver en début d'après-midi pour se reposer et tout ça. C'est plus safe, en fait, en général. D'accord. Alors, dites-nous, comment prépare-t-on un bon voyage pour profiter de toutes les potentialités du site qu'on veut visiter? Alors, pour pouvoir préparer un bon voyage, déjà, mettre en avant ce que vous aimez. Parce que je prends juste l'exemple de Grand Bassam. Il y a des personnes qui ne vont pas forcément aimer la plage. Mais, par exemple, à Grand Bassam, vous savez qu'il est possible de pouvoir visiter Grand Bassam sans jamais même voir la mer. Parce qu'il y a d'autres choses en fait derrière à voir. Donc déjà, mettre sur papier en fait ce que vous aimez d'abord. Et ensuite, faire beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches. Aujourd'hui, grâce au digital, en fait, on a cette chance de pouvoir avoir les informations assez rapidement. Juste avec un hashtag, juste avec, en cherchant des mots-clés via Google, vous avez la possibilité de recevoir, d'avoir beaucoup de données. Et aussi, prendre le temps de faire des recherches. Si vous devez, par exemple, prendre l'avion, vous avez, en fonction de la destination, vous allez vous retrouver avec plusieurs tarifs. Donc, il y a des agrégateurs, donc des sites qui vous permettent d'avoir des tarifs de toutes les différentes compagnies. Des comparateurs de prix et tout. Et je devrais vraiment prendre le temps de faire ces recherches avant de pouvoir se lancer dans un voyage. Prendre le temps de faire les recherches, cela m'amène à une question. Faire attention également, parce qu'il y en a de tout. Il y a des personnes véreuses sur les réseaux sociaux, sur Internet, qui peuvent vous envoyer des photos, mais vous miroiter quelque chose de paradisiaque. Et quand vous arrivez sur les lieux, vous êtes vraiment étonné. Et là, vous êtes déjà là. Comment faire pour distinguer le bon grain de livret? Alors moi, ce que je fais en général, je prends mon exemple ici, c'est que je prends le temps d'aller sur plusieurs sites pour lire beaucoup les commentaires. Parce que aujourd'hui... on achète les commentaires aujourd'hui? On peut acheter les commentaires, mais vous ne pouvez pas les acheter sur tous les sites quand même. OK. Comme vous ne pouvez pas les acheter sur tous les sites. Donc, il faut vraiment prendre le temps. C'est pour ça que je disais de prendre le temps de faire les choses. Si vous vous précipitez en se disant « Ah, j'ai vu une belle photo, donc il faut absolument que j'aille dans cet endroit ou dans cet hôtel », vous risquez d'être déçu, en fait. Prendre vraiment le temps de pouvoir regarder, aller sur des sites de vidéos et tout ça, pour voir en fait... journalistique, voilà. Oui, non, enfin, moi, vraiment, c'est comme ça que je travaille. Il faut prendre ses précautions. Quand on dit c'est de l'argent que vous mettez quelque part. Donc, vous ne mettez pas cet argent pour être déçu à la fin. Voilà. Donc, vous mettez cet argent pour pouvoir être satisfait, pour pouvoir vous faire plaisir. Donc, prendre le temps en fait, de pouvoir faire ces différentes recherches. Et le retour d'expérience, comment vous arrivez à capitaliser toutes les informations de personnes qui auraient déjà visité des sites et qui pourraient enrichir, on va dire, mettre à contribution leur expérience pour les autres?
Avec l'avènement des réseaux sociaux, en fait, c'est plus facile en fait de pouvoir capitaliser parce que les gens sont plus prompts en fait à partager en fait leurs expériences, voilà, leurs expériences en fait qu'ils ont eues dans les différents hôtels. Donc derrière, ça nous permet de récupérer, ne serait-ce qu'avec des mots-clés, de pouvoir récupérer ces différentes expériences-là et après nous comparer par rapport à ce que nous on veut faire derrière et voir si c'est possible aussi de partir dans ces endroits-là. Alors, quelqu'un qui est en France ou bien dans un endroit reculé, qui y est depuis peut-être une trentaine d'années, décide de faire venir ses enfants pour connaître la terre de leurs ancêtres. Qu'est-ce que vous leur proposez? Alors moi, je leur proposerais de faire... Ils ont 2 semaines. Et c'est qu'il y a des gens qui m'ont demandé ça, en plus, justement, qui n'étaient jamais venus en Côte d'Ivoire avec leurs enfants, qui nous ont demandé Découverte ça. totale. Voilà. Et moi, ce que je leur propose, en fait, de commencer par donc, Abidjan, aller vers le sud-ouest. Et ensuite de le sud-ouest. Oui, de commencer par le sud-ouest, vous ne pas être dessus, voilà. Et ensuite de remonter vers l'ouest. Non, dites le nom des villes, comme ça ceux qui nous regardent. Donc, il y a un beau circuit. Voilà, ce serait de partir jusqu'à Sassandra, ensuite d'aller jusqu'à Grand Bérébi, ensuite de remonter du côté de Mans. Donc, vous allez faire Mans, vous allez faire le village, la forêt de Taï, si possible. Si vous êtes assez intrépide de même dormir dans la forêt de Taï avec les singes, pouvoir faire une marche la nuit avec les singes et ensuite continuer vers le nord. Le visage d'Alix. Ah, c'est ça, d'accord. Marcher dans la forêt de Taï. Si vous êtes assez intrépide, parce qu'il y a des guides, il y a des guides en fait. La petite activité d'acrobranche, ça va laisser des petits souvenirs. C'est pas les singes que je vais... Parce qu'il y a des guides en fait avec qui vous pouvez faire... Des guides reconnus à sermenter? Oui, des guides reconnus formés en fait pour la forêt de Taï. En fait. Vous pouvez dormir. Ensuite, aller au nord, vous pouvez visiter le village de Ouaranene, faire les tisserands. Et ensuite, revenir dans le centre, donc faire Yamsoukro, faire Boaké déjà, avec le village des potiers et tout ça, faire Yamsoukro. Je découvre quoi à Boaké? À Boaké, en fait, vous pouvez découvrir tout ce qui est artisanat, en fait, donc les poteries, les peintures. Vous pouvez découvrir aussi les villages de tisserands. Ça peut être intéressant de pouvoir apprendre comment tisser le pagne baoulé et tout cela. Et ensuite, revenir par Yamsoukro, avant de descendre complètement sur Abidjan. Voilà. En tout cas, un circuit complet pour pouvoir visiter beaucoup de sites. Alors, on a presque terminé, hein, mais j'ai une question. Marcelin va sourire. J'ai une question par rapport à vous, votre corporation. Je reviens là-dessus parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont abondé dans cette thématique-là. Notamment, on a Nader Fakri. Oui. C'est lui vraiment qui a touché du doigt et qui a un peu suscité... voilà l'envie de gens à aller visiter. Il y a des endroits qui sont vierges, inexploités. Dans ces cas-là, comment y aller? Comment y aller déjà... Parce que les images qu'on voit, c'est très alléchant. Mais comment y aller quand on veut aller, ou il faut laisser tomber? Non, je ne dirais pas il faut laisser tomber. Déjà, il faut se rapprocher des personnes qui l'ont déjà fait pour pouvoir soit discuter avec eux, qui vous aident en fait à pouvoir découvrir ces endroits-là. Et il ne faut pas baisser les bras en fait, parce que je me dis que si une personne l'a fait, c'est que vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, prendre conseil auprès de ces personnes-là qui vous expliqueront en fait comment se rendre dans ces différents endroits et puis prendre son courage à deux mains, franchement, je dirais. Parce que quand on a une zone vierge comme... Oui, quand on a une zone vierge comme Monogaga, où vous mettez quoi, 2 heures, 3 heures pour pouvoir accéder à la plage juste magnifique. Je me dis, bon, pour la beauté de l'endroit, bah, ça mérite des sacrifices. Ça mérite quand même un petit sacrifice. Merci. Il faut être courageux. Hein. Faut être courageux. Merci beaucoup à vous, Leslie, à Lisette Ebanini, la fille d'Assini, passionnée de Côte d'Ivoire, passionnée de tous les endroits. On est très, très heureux de nous avoir rencontrés. Et rassurez-vous, Alix et moi, on va vraiment... On ne bouge pas, on est là. On va vraiment aller vers vous, parce qu'on veut des circuits. Cette année, les vacances seront locales. Vive le 225 et les 322 500 km². Justement, en Côte d'Ivoire, il se passe des choses très intéressantes, comme le Massa, avec la dextérité maintenant de Christelle Akoussa, qui estampille le volet technique de cette émission. Nous allons aller maintenant avec un élément du Massa, c'est ça? On y va?
Voilà, plusieurs tableaux et de belles affiches de quoi voilà, nous inciter à partir au Massa, surtout que c'est le slogan. En 2020, je vais au Massa. Donc puis, tout le monde doit caler une date pour visiter le marché des arts. Et qui est le diffuseur officiel du Massa? C'est la RTI, la chaîne qui programme des grands événements. Eh oui. Alors, on a quoi pour la suite des grands événements sur la chaîne des grands événements? On a un reportage qui nous est proposé ici par la direction de l'information qui parle des boutiques qui ont tendance à se transformer maintenant en supérettes. Voilà, ça réveille le côté entrepreneuriat de chaque personne. Suivons. Dans tous les quartiers abidjanais, les supérettes fleurissent à chaque coin de rue. De nombreux consommateurs fréquentent de plus en plus ces magasins de proximité au détriment des petites boutiques chez Diallo. Ces supérettes proposent une large gamme de produits, allant des aliments frais ou secs en passant par les produits laitiers, les eaux minérales, les jus, les tartines, les boissons et les cosmétiques. Abdoulaye, ici à Djamé, a résisté mais a dû finalement s'adapter au sens du vent. Même si on voit que c'est un peu, le magasin est un peu cher, mais si tu as 3 boutiques, 4 boutiques comme ça, il faut essayer de diminuer. Tu prends un bon boutique, tout ce qui reste là, tu vends et puis tu proposes comme ça là, parce que le temps actuellement, c'est ça les gens aiment. À l'intérieur de la supérette d'Abdoulaye, les rayons sont étroits, mais les prix très compétitifs. Tidjane est un client habitué du coin. Les supermarchés, la première chose, il y a la qualité, il y a la différence pour la date et vendre des choses. Bon, c'est bien garanti. Dans les frigos, c'est propre. Dans cette haute supérette du plateau de Cuy, le personnel essentiellement composé de filles ne chôme pas. Le gérant s'assure que tout va bien. Sido, bonjour, on dit quoi, ça va un peu? Ça va. Et la journée? Ça va. Ça va un peu. Les clients aujourd'hui premiers, c'est comment? Les 100? Ça va un peu. Bien, ça va. Ah, ok. On fait un peu, ça va. Ok. Bien sûr. Batois, à la recherche de piles d'une certaine qualité depuis ce matin, entre dans le magasin. Bonjour, alors. Il peut avoir la pile là. Je veux faire la supérette parce que c'est encore plus sûr et puis encore un peu moins cher, quoi. Moi, c'est ça, quoi. Moi, c'est ça. Le succès de ces supérettes est indéniable, mais il faut avoir les reins solides pour tenir la concurrence. Les difficultés, il faut dire qu'on en a beaucoup. Hein. Là, on en a beaucoup. Les supermarchés, surtout quand tu es seul, c'est pas facile. Avec les charges, les impôts, vraiment, c'est pas facile. Des vitrines modernes avec une offre de services diversifiée, cela a forcément un coût auquel il faut ajouter des loyers plus élevés, sans oublier la logistique d'approvisionnement, en l'occurrence les camions de livraison. S'il y a des comptes, comme on appelle, des banques qui peuvent octroyer du crédit, puis qu'on essaie de travailler et rembourser ces gens de crédit, je pense que c'est très bon. Mais bon. À côté de ces difficultés, les opérateurs du secteur sont appelés à être plus regardants sur les exigences de la profession. Produits mal entretenus, rayons souvent poussiéreux, produits périmés, le secteur a besoin d'un contrôle beaucoup plus accru. Malgré tout, le ministère en charge du commerce se félicite de la modernisation de l'activité. Et aujourd'hui, la politique commerciale de l'État, c'est d'amener les commerçants qui sont dans l'informel à sortir de l'informel. Si nous accompagnons ces commerçants, nous accompagnons les structures qui veulent sortir des traditionnels échanges à la modernité. Il est carrément impossible de donner le chiffre exact de supérettes que compte la ville d'Abidjan. Mais cette multiplication des supérettes est vue également comme une aubaine pour les associations de consommateurs. Le développement du commerce de proximité est une excellente chose pour les consommateurs que nous sommes parce qu'il demandera moins d'énergie pour s'approvisionner. Et quand ce développement est accompagné d'une amélioration de la visibilité de ces points de vente, c'est encore très bien. Mais il est important que toute cette visibilité et puis cette prolifération soit accompagnée également du respect de la réglementation en matière de commerce, notamment l'affichage des prix. Pour cet économiste, ce nouveau créneau emprunté par le commerce de proximité est une véritable niche de ressources pour l'État, notamment en matière de recettes.
Donc, le fait que ces activités se formalisent représente vraiment un grand avantage pour l'État, parce que cela pourrait permettre à l'État de pouvoir les taxer facilement et aussi, en tout cas, augmenter ses recettes. Parce que, vous savez, le secteur informel, selon les estimations du Fonds monétaire international, contribue pour 30 à 40% au PIB du pays. De bonnes raisons de bien organiser ces supérettes afin d'en faire une véritable source d'emploi pour les jeunes. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Voici la mayonnaise que vous allez aimer par-dessus tout. Top Mayo, le délice de nos plats. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Là, c'est ma sœur Eunice et moi, c'est Soraya. Voici maman, un vrai rayon de soleil. Elle nous prépare toujours de bons plats. Voici Chris, notre frère. Maman, c'est notre meilleure amie. Elle nous aime beaucoup et nous aussi nous l'aimons. Aujourd'hui encore, devenue grande, maman sait comment nous fait partager de bons moments en famille. Maman, c'est toi qu'on préfère. Maman. Vous êtes ivoirien, âgé de 18 à 45 ans, ce message vous concerne. Dans le cadre du recensement général de la population et de l'habitat RP 2020, le bureau technique permanent du recensement et l'agence de l'emploi jeune recrutent 35 900 agents recenseurs. Si vous êtes désireux de participer au développement de la Côte d'Ivoire, rejoignez dès maintenant notre équipe d'agents recenseurs. Les intéressés seront recrutés, formés et affectés dans la région où ils auront fait acte de candidature. Inscrivez-vous gratuitement sur les liens suivants: https://recrutement.rp2020.ci et www.emploijeune.ci. C'est l'heure de l'actualité internationale. Très heureux de vous retrouver.
Une marée rouge sur les écrans boursiers, des plongeons inédits, des suspensions de séance emportées par un crash pétrolier et la crainte exacerbée d'une dépression économique mondiale à cause du nouveau coronavirus. La séance sur les marchés financiers lundi rappelait le cataclysme financier de fin 2008. C'est l'une des pires journées que j'ai vécues en bourse, a confié à l'AFP Oliver Roth, stratège chez Oddo Sedler Bank à Francfort, où le DAX a connu sa plus lourde chute depuis 2001, moins 7,94%. Le coronavirus continue de faire des dégâts. La ministre française des Sports, Roxana Maracineanu, a fait un point ce lundi sur le calendrier sportif après l'annonce du gouvernement dimanche d'interdire tout rassemblement de plus de 1000 personnes sur tout le territoire pour cause d'épidémie de coronavirus. Dans cette période, le huis clos peut devenir notre doctrine d'organisation des compétitions et du sport professionnel, a déclaré la ministre, alors que la rencontre PSG-Dortmund demain en huitième de finale retour de la Ligue européenne des champions se déroulera sans spectateurs. Le coronavirus fait peur, mais Angel Alvarado a décidé de le démystifier en chanson. Le musicien colombo-équatorien, plus connu sous le nom de Alam El Trovador, a écrit une chanson sur le Covid-19 en Équateur. Une chanson devenue virale qui l'a rendu célèbre dans le monde entier. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a demandé à l'OTAN son soutien concret dans le conflit en Syrie. Lors d'une visite à Bruxelles lundi, Ankara souhaite que l'OTAN applique pleinement ses décisions prises entre 2012 et 2015 de soutenir la défense aérienne turque. La visite de Erdogan dans la capitale de l'UE intervient après sa décision d'ouvrir les frontières turques au passage des migrants et des réfugiés qui se trouvent sur son territoire pour forcer les pays européens à apporter leur soutien aux solutions politiques et humanitaires turques en Syrie. En Afghanistan, 2 explosions ont retenti ce lundi à Kaboul pendant les cérémonies d'investiture concurrentes d'Ashraf Ghani et de son principal rival, Abdullah Abdullah, tous les deux estimant avoir remporté l'élection présidentielle de septembre. Je ne porte pas de gilet pare-balles sur ma chemise, et je resterai même si je dois y laisser ma tête, a lancé Ashraf Ghani sans quitter l'estrade, après avoir juré d'obéir et de protéger l'islam et de respecter et de superviser l'application de la Constitution. 5 ans après le crash du vol MH17 en Ukraine, abattu par un missile russe, le procès s'ouvre aux Pays-Bas malgré l'absence des 4 hommes accusés d'avoir provoqué l'explosion de l'appareil. Le 17 juillet 2014, on se rappelle, le Boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines, parti d'Amsterdam pour Kuala Lumpur, avait été touché en plein vol par un missile BUK de conception soviétique au-dessus de la zone de conflit armé avec les séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Les 298 passagers, parmi lesquels 196 Néerlandais, sont morts. Un tiers de la production alimentaire mondiale termine à la poubelle. C'est une perte économique considérable, mais surtout un coût très lourd pour l'environnement. Au Royaume-Uni, plusieurs applications ont vu le jour pour lutter contre ce phénomène en aidant des aliments destinés à la benne à trouver preneur. Regardons. En quelques clics, Jack a commandé son déjeuner. Mais il vient aussi de sauver de la nourriture qui aurait sinon été jetée à la poubelle. L'application qu'il utilise, Karma, connecte ses utilisateurs avec des restaurants et des cafés locaux qui vendent leur surplus à prix réduit. Tout ce que je peux faire pour aider l'environnement tout en préservant mon budget est une bonne chose. Donc oui, c'est gagnant-gagnant. Environ 2000 commerces britanniques écoulent leurs invendus par le biais de cette start-up suédoise qui leur permet aussi de faire des économies. Chaque année, le gaspillage alimentaire coûterait plus de 800 millions d'euros au secteur de la restauration au Royaume-Uni. Et pourtant, pas question pour eux de réduire la quantité de nourriture produite. Notre objectif n'est pas de terminer la journée avec 0 surplus parce que nous voulons qu'il y ait encore des produits sur les étagères à la fin de la journée. Sinon, les clients arriveraient et verraient un magasin vide.
mais 70% du gaspillage alimentaire a lieu à la maison, où une famille britannique moyenne jette près de 1 000 € de nourriture par an. Une autre application, Olio, propose donc à ses utilisateurs de partager leurs excédents avec des personnes de leur quartier et par la même occasion de réduire leur impact sur l'environnement. Environ 10% des émissions annuelles de gaz à effet de serre proviennent du seul gaspillage alimentaire, ce qui représente, comme j'aime le rappeler, 4 à 5 fois plus que les émissions de carbone provenant de l'industrie de l'aviation. En 2007, le Royaume-Uni a intensifié sa lutte contre le gaspillage, parvenant à le réduire en 10 ans de presque 20% grâce à un étiquetage plus clair et à un meilleur recyclage des aliments. Mais si ces nouvelles applications sont une idée séduisante, il faut encore s'attaquer au cœur du problème. Ces mesures sont bonnes pour sensibiliser les gens, mais elles ne sont pas des solutions en soi, car il y a toujours des excédents ou des déchets alimentaires. Mais elles apportent une meilleure sensibilisation et de la cohésion communautaire, ce qui est une bonne chose, parce que les communautés commencent à se construire autour de cela, puis elles envisagent d'autres solutions. Avec encore 10 milliards de repas jetés à la poubelle par an, le Royaume-Uni reste un champion du gaspillage de nourriture. Selon l'indice de durabilité alimentaire, le pays se classait encore en 2018 parmi les 10 premiers pays riches concernés par ce problème. Merci de votre attention, Alix et Marco, pour la suite et fin de Matin Bonheur. Merci à vous, mon très cher Régis. On vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Maître Arthur Nambeya Ouattara est notre point focal aujourd'hui dans le volet du droit. Bienvenue à la rubrique droit pour vous informer de tout ce qui fait partie de l'état du droit et de l'état de droit. Avec lui, nous allons parler du blanchiment d'argent. C'est un thème très à la mode. C'est quoi le blanchiment? Le blanchiment de capitaux. D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme blanchiment? C'est avec notre expert. Sujet très important et qui va sûrement donner des informations aussi importantes à nous tous ici présents, parce que nous pouvons être passibles de recel ou d'autres activités moins réduisantes dans le cadre de transactions. Mais comment faire la distinction entre le blanchiment et voilà, une transaction normale? Maître est avec nous pour nous en parler. Bonjour à vous, maître, et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, on parle de blanchiment d'argent. Déjà, qu'est-ce que c'est que le blanchiment de capitaux? Bien, alors pour aborder la question du blanchiment de capitaux, il est important de rappeler quelques dispositions du Code pénal. Le Code pénal a prévu donc de réprimer certains comportements qui mettent à mal la cohésion sociale. Et donc le Code pénal initial a envisagé par exemple la répression du vol, de l'escroquerie, du viol, du meurtre, et ainsi de suite. Et il se trouve que du fait de la globalisation des échanges humains, il y a le génie humain, à tout le moins le génie humain, les délinquants, ont pensé à trouver des failles. Et un des principes du droit pénal, c'est que le droit pénal est applicable sur un territoire national déterminé. Ce que je veux dire, si une infraction est commise à l'étranger, en France, a priori, elle ne devrait pas être soumise à la loi pénale ivoirienne. Elle est soumise à la loi pénale française. Alors, les délinquants ont compris qu'il y avait quelques failles à ce niveau et ont commencé à faire de la délinquance internationale. Et donc, pour pallier, pour pouvoir régler ou juguler ces comportements du grand banditisme, les législateurs, les États ont compris la nécessité de prendre des législations, d'où justement la législation qui permet de faire la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Alors, pour revenir à votre question, on parle de blanchiment d'argent quand il s'agit de convertir, de dissimuler, de transférer des biens dont l'origine est frauduleuse ou qui relève de crimes, dans le but d'en dissimuler justement cette origine ou de permettre aux personnes qui auraient commis ces crimes de leur permettre de pouvoir échapper aux conséquences de leurs actes. Pour être concret, quelqu'un commet un trafic ou la prostitution et a des recettes du fait de la prostitution et donc se retrouve avec beaucoup de liquidités et donc se sert d'instruments économiques de personnes pour donner à ces fonds qui ont une origine illicite une apparence de régularité. Donc voici en fait ce que c'est que le blanchiment d'argent. Mais en plus,
comme nous sommes dans la logique de la répression, la loi a prévu, en plus de ce que je viens de décrire, que l'acquisition, la détention ou l'utilisation de ces biens dont on connaît l'origine, ou donc la personne qui utilise savait nécessairement que ces biens provenaient d'une infraction, mais que cette personne également qui l'utilise soit poursuivie également pour blanchiment d'argent. Enfin, il est admis que même si l'origine des fonds, des sommes, des capitaux a été acquise sur un territoire étranger, cela n'empêche pas que la loi ivoirienne qui concerne justement la répression de ces infractions soit également applicable. Donc si l'origine est frauduleuse est acquise dans un pays étranger, un national ivoirien, une personne de nationalité étrangère vivant sur le territoire national peut également être poursuivi pour blanchiment de capitaux. Ce qui veut dire que nous sommes potentiellement tous exposés à être poursuivis pour blanchiment d'argent dès lors qu'on est censé avoir une connaissance de l'origine criminelle ou délictuelle de ces biens. Absolument. Alors, le blanchiment d'argent constitue une menace pour les économies nationales. En Côte d'Ivoire, la pratique de cette activité illégale s'observe souvent avec l'acquisition de personnes par des personnes de biens immobiliers. En un temps record, l'apparition subite d'entreprises qui sont là et qui marchent alors que ces entreprises n'ont pas de clients. Ça fait partie des nombreux exemples. Notre reporter est allé vous interroger par rapport à ce que vous savez, par rapport, bien sûr, au blanchiment de capitaux. On y va. Par rapport au blanchiment d'argent, je pense que, vu les nombreuses réalisations, surtout de certaines personnes, parce que je suis dans le domaine un peu du génie civil, je vois un peu tous ces immeubles qui poussent en un temps très record. Et on se pose bien la question de savoir où prennent-ils leur argent. On se pose bien la question. Il y a tellement de choses qui poussent partout, notamment voilà, des stations, des constructions immobilières et autres, des sociétés, machin. Bon, c'est un peu tout ça en tant que citoyen lambda, hein, c'est ce que moi je remarque. Je me pose beaucoup de questions sur la provenance de ces choses-là. Est-ce que c'est vraiment propre, comme on dit? Ça menace l'économie. Oui, ça menace, puisqu'ils deviennent en quelque sorte les concurrents déloyaux de l'État de Côte d'Ivoire. Le régulateur essaye d'imposer aux banques un certain nombre de contraintes pour pouvoir traquer les participants à cela. Ce qui fait en fait qu'il est difficile de traquer tous. Et même parfois, lorsque vous savez que celui-ci fait du blanchiment, il va falloir trouver des éléments qui prouvent en fait que effectivement, son activité, c'est une activité de blanchiment d'argent. C'est une grosse menace parce qu'à un moment donné, l'économie peut penser qu'elle est en train de progresser alors que sur un coup, alors elle peut chuter. Parce que généralement, ceux qui font des activités de blanchiment d'argent, lorsqu'on les traque, l'économie peut prendre un gros coup parce que le volume de finances qu'ils manipulent est assez élevé. Voilà, nos intervenants ont une idée généraliste du blanchiment d'argent, mais Maître, donnez-nous les bonnes informations. Que retenir de cette incrimination en ce qui concerne le blanchiment de capitaux? Et puis, quels sont les forts secteurs à susceptibilité de blanchiment? Très bien. Alors, ce qu'il faut retenir de par la définition que je viens de donner du blanchiment des capitaux, le premier élément qui est très important, c'est la vérification de l'origine des fonds ou des biens. Si l'acquisition est régulière, comment on peut savoir qu'une acquisition est régulière? Quand le bien acquis ou les sommes en jeu sont conformes au profil de la personne. Je veux dire, vous avez un fonctionnaire qui est payé à 500 000 francs par mois, qui a donc un compte bancaire et qui acquiert des biens qui sont conformes à ses revenus. Il a un profil type. Alors, quelqu'un qui a justement ce salaire, donc je prends la même personne, qui vient acquérir un bien de 2 ou 3 millions, ça se comprendrait qu'il ait fait des économies sur une certaine période. Mais quelqu'un qui est payé à 500 000 francs et qui, du jour au lendemain, achète une voiture à 100 millions ou qui fait des opérations en espèces de 50 millions, de 20 millions, il y a un soupçon. Et déjà, c'est très important parce que l'origine frauduleuse peut être déterminée parce que justement la valeur du bien en soi justifie que ce soit une origine frauduleuse, ou parce que les revenus du propriétaire ne peuvent justifier une telle acquisition, ou encore
lorsque le propriétaire entend dissimuler la véritable propriété par l'usage de prête-noms, hein, alors vous avez quelqu'un qui vous appelle, un parent, un proche, qui vous dit, écoute, donne-moi ta pièce d'identité, je vais faire quelque chose. Attention, parce que vous dont l'identité est utilisée, enfin la personne dont l'identité est utilisée est justement passible, hein, de blanchiment d'argent, sans oublier justement celui qui fait cette opération. Et puis, attention également à la détention ou à l'utilisation d'un bien. Ça peut être un véhicule. Oui, j'ai un tonton, j'ai un ami, j'ai un petit ami, j'ai un parent qui m'offre un véhicule. Si, à partir du profil de ce tonton, de cette personne, vous constatez que le bien en question a une valeur qui est extraordinairement élevée, gardez-vous d'en l'utiliser, parce que si vous l'utilisez, vous êtes également passible du blanchiment de capitaux. Et tout à l'heure, vous avez posé la question des secteurs. Les secteurs à fort risque, c'est d'abord le secteur immobilier. Alors, la particularité du blanchiment de capitaux, c'est que nous avons des personnes qui se retrouvent avec de fortes quantités, comme l'image le montre à la télévision, de fortes quantités d'argent en espèces. La thésaurisation. Et bien entendu, cet argent ne peut pas être gardé par devers soi parce que ce n'est pas prudent. Alors, qu'est-ce qui se passe? On utilise des canaux. Des canaux sont utilisés pour pouvoir blanchir. Le terme blanchir, pensez au linge. On blanchit un linge parce qu'il est sale, bien entendu. Donc cet argent est sale de par les modes d'acquisition. Et donc, il faut donner une apparence de régularité, de propreté à cet argent. Donc, dans des canaux, des processus économiques, on essaie justement de donner la légitimité, la légalité à cette opération. Dernier point ou secteur qui peut être sensible, c'est les véhicules de luxe. Vous savez, un véhicule, oui, un véhicule basique a une valeur. Un véhicule toute option peut avoir 5 fois, 6 fois la valeur du véhicule de base. Donc vous pouvez être dans la circulation avec le même véhicule, la même marque, mais vous n'êtes pas dans le même ordre de prix. Donc voici quelques éléments qui permettent d'identifier quelques poches de blanchiment de capitaux. En tout cas, merci infiniment, hein, parce qu'il y a des sujets... Ah, on ne savait pas, il y a beaucoup de choses qui se passent. Hein, on va vraiment aborder ce thème-là avec beaucoup plus d'attention maintenant. Alors, maître, voici un cas concret. Un monsieur est en France, il a eu de l'argent par des trafics de drogue et une certaine somme. Il ne peut pas à l'aéroport se présenter avec cette somme. Alors, ce qu'il fait, il convoque 15 personnes à qui il donne la somme, il divise par 15, et ces personnes-là viennent à Abidjan pour déposer ça sur des comptes différents ici. C'est le blanchiment, ça? C'est du blanchiment. C'est du blanchiment. Et votre question est fort à propos, parce que tout à l'heure, dans l'incrimination de la loi, il est prévu justement, cette infraction est transfrontière, c'est-à-dire, ce n'est pas comme habituellement, je le disais tantôt en matière pénale, où il faut rechercher l'application de la loi pénale dans l'espace, donc le pays, le territoire national, les représentations diplomatiques, les navires et aéronefs battant pavillon ivoirien. S'agissant du blanchiment d'argent, l'infraction peut avoir eu lieu aux États-Unis, au Ghana, au Burkina, et l'incrimination punit justement le comportement parce qu'il s'agit de dissimuler justement cette origine frauduleuse. Et votre exemple est fort à propos. Il y a des minima prévus par les banques centrales. On est censé pouvoir circuler avec une certaine quantité de liquidité. Alors, justement, les personnes circulent avec je vais dire, à l'unité près. Oui, non, juste au niveau là, et puis on a 100 personnes, on a 200 personnes. Vous imaginez 600 personnes se baladent avec 5 millions, ça fait combien? Ça fait 500 millions. Voilà, voici comment, justement, les procédures ou les procédés sont utilisés par ceux qui se livrent au blanchiment de capitaux. Et heureusement que le législateur a légiféré là-dessus. Alors, quelles sont les dispositions préventives contre le blanchiment des capitaux? Oui, alors, s'agissant des dispositions préventives, il y a la procédure de déclaration. Marco l'a dit tout à l'heure, quand vous arrivez à l'aéroport, ce n'est pas pour vous enquiquiner que les services de douane vous posent des questions pour savoir si vous avez de la liquidité. Que vous arriviez ou que vous sortiez. Donc, il y a un processus dit de déclaration. Secondement, il est fait interdiction d'acquérir des biens immobiliers par des paiements en espèces. Il est fait interdiction. Pour être conforme, ces dernières années ou ces derniers temps, nous avons appris la mise en place de la caisse de consignation et de dépôt, ou de dépôt et de consignation, qui devrait essentiellement permettre à tous ceux qui veulent acquérir un bien d'avoir une traçabilité par des paiements passant par le circuit bancaire. Parce que vous imaginez quelqu'un qui paye une maison à 300 millions en espèces. C'est du blanchiment.
c'est clairement du blanchiment. Franchement. Parce qu'aucune banque ne vous remettrait 300 autant millions d'espèces cash. en espèces. C'est vrai chez qu'il y a un effort qui a été fait pour que la bancarisation puisse s'étendre. Nous avons aujourd'hui des opérateurs de téléphonie mobile qui ont des banques. Mais justement, toutes ces opérations sont faites pour empêcher le blanchiment d'argent. Une traçabilité. C'est très, très important. Et enfin, il y a une entité dont nous allons parler tout à l'heure, qui est la CENTIF, qui est la Cellule nationale de traitement de l'information financière, qui est une structure qui a pour objet de recueillir toute information sur des opérations suspectes, à l'effet de les analyser et éventuellement d'aboutir à des poursuites. Donc c'est très important et nous sommes tous surveillés. Tantôt, je parlais des personnes qui étaient concernées. Nous sommes tous concernés en tant que citoyens par la loi de lutte contre le blanchiment d'argent, mais il y a certaines personnes qui sont assujetties à la lutte. Je veux parler de ceux qui interviennent de façon habituelle dans la gestion des intérêts d'autrui, les banquiers, les avocats, les notaires, les agents immobiliers, tous ceux qui sont concernés par les secteurs, justement, qui sont les secteurs suspects ou en tout cas qui sont ceux d'apanage du blanchiment d'argent, sont tenus de certaines obligations, de vérifier l'identité des personnes, de s'assurer de l'origine régulière ou légitime de ces opérations. Donc chaque fois qu'il y a un doute, il y a tout un processus qui se met en place et dont nous allons parler tout à l'heure. Alors, avant d'en parler, Maître, il y a aussi le blanchiment spirituel. Il y a des gens qui... il y a un imam qui en a parlé il y a quelques années, ça fait le buzz. Magique, on prend beaucoup d'argent de sources douteuses. On va construire une église ou une mosquée ou bien offrir des hosties pour les célébrations, tout ça. Ça, c'est un. Et puis de deux, je vole l'argent de mes parents. Quelqu'un vole l'argent de ses parents pour aller acheter un cahier pour aller à l'école. C'est aussi du blanchiment. Alors, si on veut être rigoureux, effectivement, c'est du blanchiment. Franchement. Il s'agit, la lutte contre le blanchiment, veille à ce que l'origine des fonds soit une origine légitime ou légale. Légale. Dès lors qu'il y a une fraude à la loi pénale, au début, il s'agit de blanchiment. Mais bien entendu, si on doit tomber dans ce travers, je pense que personne en Côte d'Ivoire ne serait en liberté, tout le monde serait détenu. Alors, le législateur a prévu quand même un seuil. Et ce seuil qui est fixé par la BCEAO, il s'agit d'opérations qui commencent à partir de 5 millions. Mais toujours est-il que même si on n'atteint pas ce minima, le profil du client de la banque doit permettre d'alerter justement de l'irrégularité de l'opération, du caractère douteux de l'opération. Alors, vous nous avez parlé d'un organe qui serait chargé de faire la surveillance. Qu'est-ce que c'est et quelles sont ses missions? Alors, la CENTIF, qui est la Cellule nationale de traitement de l'information financière, est une autorité administrative qui a été instaurée justement par la loi qui permet de faire la lutte contre le blanchiment d'argent, dans le sens de recueillir des informations sur des opérations suspectes, de les analyser et de les exploiter. Bien entendu, il n'est pas dit que la CENTIF est un organe de poursuite, non. Le banquier, la personne assujettie, l'avocat, le notaire, l'opérateur qui constate une opération suspecte est tenu d'en faire la déclaration à la CENTIF. Et c'est la CENTIF qui dispose d'un ensemble de moyens pour vérifier l'authenticité ou la légalité de ces moyens. S'il y a des doutes, la CENTIF est habilitée à transmettre le dossier au procureur de la République à l'effet de saisir un juge d'instruction. Et ce juge d'instruction, au parquet d'Abidjan, il y a un pôle économique, justement, un juge qui est affecté à ce pôle économique mettra en œuvre tout un ensemble de mesures pour, veiller à ce que les auteurs de blanchiment d'argent soient mis aux arrêts, leurs complices, et que finalement, la force reste à la loi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en injectant dans l'économie des sommes qui sont acquises de façon frauduleuse, mais on déséquilibre totalement le marché. Tout à fait. Le marché est totalement déséquilibré. Tout à fait. Voilà. Merci infiniment à vous, Maître Arthur Nambeya Ouattara. Nous n'avons pas la prétention d'aborder tous les sujets à 100%, mais au moins le rôle de notre émission, c'est bien sûr de jeter un coup de projecteur sur un sujet donné. Et on espère qu'à travers les notes prises ici, on aura un peu plus d'informations maintenant, tous les jours, sur le blanchiment de capitaux. Allez, la joie que nous communiquons, mesdames et messieurs, n'est pas blanchie, elle est naturelle. Et on se retrouve demain, toujours avec un plaisir.
toutes les femmes, toutes unies.